La situation s'améliore progressivement, bien qu'il y ait des fractures, mais les besoins de l'intermédiation se fait sentir. Parce qu'il y a des grandes transactions qui se sont presque vulgarisées, les gros montants qui interviennent pour l'exécution de toutes ces transactions économiques entre les ménages et les opérateurs économiques et entre l'État et les opérateurs économiques. Je suis rassuré quant à la capacité des Congolais d'apprendre très vite. La preuve, c'est que les fils, ici à Kinshasa du moins, les fils devant les banques ont presque disparu au moment de la paye. Cet apprentissage va se faire. Les banques vont également renforcer cet apprentissage en proposant des produits financiers à leurs clients, en disant « Pourquoi vous ne garderiez pas de votre salaire chaque mois 5 000 francs, 10 000 francs ?» Il y a beaucoup de services qui peuvent être proposés sans être présents physiquement. Aujourd'hui, il y a un développement de la téléphonie mobile va permettre aujourd'hui, par exemple, de mettre à disposition des populations les plus éloignées le microcrédit mobile. C'est-à-dire que les gens qui ont leur salaire à la Sofibank à Kinshasa vont pouvoir emprunter, faire un prêt, recevoir une avance sur salaire grâce à leur téléphone. Les indicateurs de l'économie congolaise peuvent être ouverts. Le nombre des banques peut être passé de 6 en 2005 à une vingtaine en 2012 sans que le nombre de leurs guichets se soit assuré d'une proximité avec les clients. La qualité des infrastructures est à considérer. Entre aussi en ligne de compte l'évolution technologique et la concurrence commerciale, mais aussi le fait que les banques ne s'installent que là où elles sont susceptibles de faire du profit. Aujourd'hui, pour qu'une banque aille s'installer dans un lieu où il n'y a jamais eu de banque, il y a quand même un minimum d'infrastructures nécessaires. En termes d'électricité, les voies d'accès, il faut quand même des routes, ainsi de suite, les capacités de télécommunication, parce que la plupart des banques sont en réseau. Ça signifie qu'une banque, elle peut avoir plusieurs agences éparpillées à travers le territoire national. À la fin de la journée, la banque doit clôturer sa journée comptable. Ça signifie qu'il faut qu'elle ait la capacité d'avoir les informations de toutes les agences éparpillées. Donc la banque, le siège de la banque, ici à Kinshasa ou à Lubumbashi ou n'importe où, doit être en mesure de communiquer avec toutes les agences qui sont réparties à travers le pays. Mais là encore, l'État a sa part de responsabilité, surtout en termes de route. Mais le secteur privé a aussi sa capacité de s'adapter aux obstacles sur le terrain. Prenez les sociétés de télécommunications. Elles ont couvert en un laps de temps assez court une bonne partie, je ne dirais pas tout le territoire national, mais une bonne partie du territoire national avec des antennes qui ont besoin d'électricité et qui sont installées à des endroits où il n'y a pas nécessairement le réseau électrique. On découvre aujourd'hui des régions du Congo où il y a une forte population. On ne le soupçonnait même pas en tant que banque. Mais pas seulement les banques. C'est le cas des réseaux de téléphonie. Aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a pas de couverture GSM. Où il n'y avait pas. Grâce à la bancarisation, les réseaux GSM se disent, tiens, ça vaut la peine de mettre une antenne là-bas. Mettre une antenne dans un village qui n'avait pas de réseau, c'est l'Internet qui arrive. C'est la communication qui arrive. C'est l'information politique qui arrive. C'est le développement qui arrive. C'est des commerces qui ouvrent, et ainsi de suite, et donc forcément des banques ensuite qui s'installent. Eh bien, le secteur privé a réglé ce problème-là, notamment avec différents moyens de groupes électrogènes. Le coût sera certainement beaucoup plus élevé quand vous le faites par un groupe électrogène plutôt que si vous êtes sur les réseaux, le réseau de la SNEL. Mais ce sont des solutions qui vont s'améliorer. L'objectif aujourd'hui, c'est de placer le pays dans un processus, dans une démarche telle que ce que vous avez appelé à raison l'intermédiation financière
fonctionne. Les infrastructures sont un grand levier de croissance et même l'un des facteurs importants de l'intégration de l'économie et de l'intégration économique du pays, qui nous conduit très facilement à l'intégration internationale. Il n'y a pas de développement économique sans intermédiation financière. C'est impossible. Si chacun de nous doit vivre uniquement avec ses propres moyens et doit tout payer cash sans avoir besoin de compléter ses efforts par l'épargne de tout le monde, il n'y a aucune économie dans le monde qui peut fonctionner sans intermédiation financière. La révolution de la modernité se trouve devant un chantier presque pharaonique. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas un travail de 1000 ans, pas du tout. Même 20 ans, c'est beaucoup. La tâche est importante, elle est titanesque, mais je crois que les banques, aujourd'hui au Congo, ont cette volonté de réussir. Et quant aux banques, institutions financières, petites et moyennes entreprises et autres structures de ce genre, quel doit être l'apport que vous en attendez? Financer l'investissement. Mais on finance l'investissement par l'épargne. Les banques sont là pour collecter l'épargne et prêter cet argent. C'est ça leur métier. Les banques font le métier de l'argent. Je vais vous dire une chose. Même dans les pays les plus développés, et surtout dans les économies les plus développées, il y a des biens qu'on n'achète pas cash. Acheter une maison cash. Si vous allez essayer d'acheter une maison, une villa cash dans un pays comme les États-Unis ou le Japon ou la France ou l'Allemagne, eh bien vous aurez un inspecteur des impôts derrière vous. Parce qu'on voudra bien savoir qui est cette personne-là qui a du cash pour acheter une maison. Parce qu'une maison, vous allez l'utiliser pendant des années. Il n'y a donc aucune raison que vous consacriez le revenu d'un temps court pour acheter un bien que vous allez utiliser pendant une très longue période. Et là, la banque, vous aurez besoin de la banque pour acheter une voiture, pour acheter un frigo que vous allez utiliser pendant 5 ans. Il faut qu'entre le commerçant qui vous vend le frigo et vous, une banque vient s'insérer entre vous. Le banque s'insère et trouve ses dividendes. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sans tabou ce que l'État a déjà gagné jusqu'ici? À fin août, ce que l'État a gagné dans cette opération, c'est d'abord à peu près 34 700, on va dire, agents fictifs. C'est donc des gens qui, hier, avant la bancarisation, étaient payés. Aujourd'hui, nous le récupérons. Ça fait à peu près 7 milliards de francs congolais à fin août. 7 milliards de francs congolais, c'est au moins 7 millions de dollars qui ont donc été récupérés, alors que ça, c'est des chiffres lorsque nous atteignons les 60% du taux de bancarisation. Quand nous atteindrons les 100% du taux de bancarisation, on aura certainement un chiffre revu à la hausse. Fini le temps où il fallait une caution bancaire exorbitante pour ouvrir un compte. Avec la domiciliation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État en banque, il n'y a plus de différence de traitement de clients. Vous vous rappellerez que dans les tout premiers mois, lorsque ce processus a pris de l'ampleur, les clients dans les banques se plaignaient en disant les fonctionnaires là, ils viennent nous déranger. Il a fallu du temps pour que les clients disent, appelons les classiques, ceux qui avaient été d'eux-mêmes ouvrir de compte, parce qu'ils remplissaient les conditions pour ouvrir le compte. Et les fonctionnaires dont les comptes ont été ouverts parce que l'État l'a demandé. Il a fallu du temps pour qu'il n'y ait plus cette discrimination entre vrais clients et faux clients. Ils sont tous aujourd'hui clients de banques. En tant que clients de ces banques, ils ont donc droit à tous les services que les banques offrent à leurs clients, y compris le crédit. Comme par exemple, quel problème? Mais vous savez, nous disons bancarisation de la paye. Et on veut aller bancariser la paye, ou comme vous avez dit, la domiciliation de la paye en banque, mais là où il n'existe pas de banque. Nous avons tiré le système jusqu'à ses limites. Mais ça a été fait à dessein. Parce que justement,
Le gouvernement ne veut pas avoir un système à deux faces, où vous avez des agents et fonctionnaires, parce qu'ils vivent en ville, qui ont droit à recevoir leur salaire par voie bancaire, et d'autres qui ne recevront jamais, qui ne deviendront jamais clients de banque parce qu'ils vivent dans des lieux où il n'y a pas de banque. Donc nous avons voulu pousser le système jusqu'à ses limites, et les limites sont apparues, ce qui était tout à fait évident. Au Pala, c'est différent que de payer à Kinshasa. Les réalités du terrain sont différentes. Donc aujourd'hui, l'ACB travaille avec le comité de suivi de la paye sur des modalités d'amélioration de cette paye. Le retour d'expérience que nous avons eu sur les mois précédents vont nous permettre aujourd'hui d'adapter les choses sur le terrain. Une banque qui n'a pas d'agence en milieu rural, dans un lieu où peut-être les agents dont il est question sont éparpillés à travers les villages, dans des zones où il y a des problèmes d'infrastructures de transport, n'est-ce pas, où les routes ne sont pas en bon état, où il n'est pas facile de parcourir 60 km, parce que simplement, même s'il y a une route, il n'y a certainement pas de système de transport fonctionnel. Ça signifie que la banque aujourd'hui doit, à partir du lieu où elle a une agence, déployer des équipes qui ne vont qu'une fois le mois pour réaliser cette opération. À ce moment-là, la banque devient un peu un agent payeur. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les banques sont en train de s'adapter et le gouvernement les accompagne dans ces adaptations. Ça va se faire parce que une banque qui va se déployer, qui va ouvrir une agence, c'est un investissement qu'elle fait. Parce qu'il y a des coûts fixes, il faut construire ou bien il faut louer le bâtiment. Mais aller à l'intérieur de notre pays, vous arrivez à, je ne sais pas moi, à Ilebo, vous arrivez à Kwamut, vous arrivez à Bolobo, vous arrivez... Est-ce que une banque va trouver un bâtiment qui est propice aux activités bancaires? Une banque, ça veut dire quand même un certain nombre de normes sécuritaires, de normes sur le plan des équipements à installer dans le bâtiment pour que la banque puisse fonctionner en tant que banque. Donc il y a des investissements à faire par la banque. Et ça, c'est des décisions qui reviennent aux banques. La décision d'investissement revient à la banque. Est-ce que je fais cet investissement ou non? Et la banque, en tant que banque privée ou banque publique, une banque dit qu'est-ce que je gagne si j'investis? Si ce que la banque gagne n'est pas supérieur à ce que ça lui coûte d'investir, la banque ne prendra pas cette décision-là, n'est-ce pas, d'investir. Donc ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de faciliter la prise de ces décisions en offrant un certain nombre de facilités qui peuvent rendre le coût d'investissement un peu moins élevé, de la même manière que le gouvernement et la Banque centrale offrent aujourd'hui des solutions intermédiaires sous la forme, par exemple, d'agents bancaires. Ça signifie, ou bien de guichets mobiles. Vous savez, même ici à Kinshasa, dans les camps militaires, il y a des guichets mobiles qui permettent aux banques d'intervenir au moment de la paye et puis de libérer leurs guichets quand la paye a pris fin. Alors, bancarisation, ça va de pair avec l'essaimage géographique? Nous parlons de révolution de la modernité. C'est la vision du chef de l'État. Cette vision de la révolution de la modernité s'appelle aussi un changement de méthode de gestion, de modalités de fonctionnement de l'administration publique, de modalités de régulation, de relations entre les différents groupes d'intérêt ou les groupes sociaux ou les groupes économiques dans le pays. Et c'est vous qui avez utilisé le mot d'intermédiation financière. L'intermédiation financière est un véritable accélérateur de la modernité dans un pays. Mais cela signifie que, puisque j'ai dit que le gouvernement veut accompagner les banques pour qu'elles se déploient un peu plus, l'accompagnement ne prend pas seulement la forme de facilités à l'investissement, mais également de dispositions sécuritaires pour que les agents, que les banques soient rassurées lorsqu'elles envoient leurs agents dans nos territoires, que ces agents ne soient pas exposés à des risques d'actes criminels.